Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. L'ensemble des syndicats se réunissent tout à l'heure pour définir une attitude commune contre la loi El Khomri sur le Code du travail. Tous les syndicats ensemble, c'est pas fréquent. Ça veut dire que c'est grave? Ça veut dire que c'est sérieux, oui. Si tous les syndicats acceptent de se mettre autour de la table, je ne pense pas qu'il y aura obligatoirement un texte ce soir, mais en tous les cas, une première confrontation entre les organisations syndicales sur les positions des uns et des autres. Mais on a vu qu'aucune organisation syndicale n'accepte en totalité le texte. Certains, c'est plus nuancé, mais il y a une critique forte sur le texte, oui. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous gêne? Tout? Ah bah écoutez, oui, je pense que ce texte n'est pas amendable. C'est une philosophie générale. C'est un projet de loi qui, par exemple, protège beaucoup plus, sécurise les entreprises, les employeurs et fragilise les salariés. Dans toute une série de points. Il y a ceux dont on parle sur le licenciement, sur les prud'hommes, mais il y a des choses, des détails. Vous savez, parfois, le diable se cache dans les détails. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui doit travailler de nuit, il a une visite d'aptitude préalable par le médecin du travail. Hop, demain, il n'y a plus de visite d'aptitude par le médecin du travail. C'est un élément parmi d'autres. Un salarié qui travaille au SMIC, qui fait 39 heures par semaine, ce qui est la durée effective du travail en France. Demain, ces heures supplémentaires, il y a forte chance qu'elles soient plus payées à 25%, mais à 10%. Pour un smicard, c'est 20 euros de moins par mois, chaque mois. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de remises en cause. C'est un projet de loi de caractère libéral, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres pays comme l'Espagne, par exemple. C'est une loi, disons, de droite? De droite, enfin, c'est une loi libérale. Voilà, c'est vraiment la caractéristique. Bon, je remarque que de l'autre côté de l'échiquier politique, ils ont l'air d'accord. Donc peut-être que vous avez raison. Il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est vous êtes hostile à cette disposition, à ces nouvelles dispositions. Est-ce que ça mérite une grève? Moi, je pense que oui. Au titre de Force ouvrière, on pense qu'une loi de ce type, compte tenu des enjeux et des dégâts qu'elle va provoquer chez les salariés, c'est une forme de désengage du droit du travail, faut dire les choses clairement, ça mériterait une réaction forte des salariés. Bon, on en discutera avec les uns et les autres, mais ça mériterait une réaction forte. Il ne suffit pas de faire une manifestation si l'on veut faire reculer un gouvernement qu'on voit bien est de plus en plus autoritaire sur le plan social. Il a peut-être chargé la barque volontairement pour retirer. Vous savez, il y a parfois de la tactique là-dedans. Mais en même temps, même si certains points sont retirés, restera les points durs également. Donc vous, ce que vous dites, c'est que le gouvernement on a beaucoup mis pour pouvoir un petit peu en retirer pendant la négociation. Vous savez, on ne sait jamais, parce que moi, 3 jours avant la sortie du texte, on me disait par exemple que non, ne vous inquiétez pas, sur les licenciements économiques, il n'y aura rien. Puis 3 jours après, il y a quelque chose sur les licenciements économiques, comme par hasard. Donc quand je dis sur les licenciements économiques, ça signifie que demain, le gouvernement dit mais on respecte les décisions de la Cour de cassation, ce qui est faux. Je vais prendre un exemple. Demain, une entreprise qui ferme un établissement. Aujourd'hui, on regarde, si c'est une entreprise qui est installée dans plusieurs pays, la situation financière globale. Demain, on regardera juste la situation financière de l'établissement. Vous savez, les grandes entreprises savent faire pour mettre un établissement en déficit, par exemple. Donc ça veut dire que c'est une loi qui risque d'aggraver le nombre de licenciements, ce qui n'arrangerait pas d'ailleurs au passage les finances de l'assurance chômage. Ce que disait hier Manuel Valls, c'est qu'il il ne souhaitait pas utiliser le 49.3, donc il y a de la place pour la négociation et pour la discussion. Écoutez, la discussion, on a eu des contacts avant, mais on se demande bien parfois à quoi ça sert, parce qu'ils nous écoutent, mais ils ne tiennent pas compte de ce que l'on dit. C'est vrai pour les indemnités prud'homales, c'est vrai également pour la mise en place d'un référendum. Si le gouvernement aime tant que ça les référendums, il a encore en fait un sur la loi en question. Pourquoi il n'en fait pas? Parce que là, il va imposer le référendum dans certaines entreprises, ce qui, je le dis clairement, va accroître les tensions dans les entreprises, entre les organisations, voire entre les salariés. Donc il y a toute une série de points qui effectivement ne sont pas acceptables. Et il y a la majorité des articles, il y a des loups dans chaque article, quasiment. Alors, l'autre actualité, c'est l'indemnisation du chômage. La négociation a commencé hier entre les partenaires sociaux. Là aussi, vous craignez des reculs ? Écoutez, la négociation démarre. Alors pour le moment, le patronat n'a pas fait état tellement de ce qu'il souhaitait mettre. Nous, on a commencé à expliquer comment on peut aborder ce dossier. Il y a 4 milliards de déficit. Oui, c'est à peu près un petit peu moins de 4 milliards par an de déficit dû à l'augmentation du chômage. Quand vous avez moins de recettes et plus de dépenses, c'est logique qu'il y ait un déficit. Donc il y a des choses à faire. Par exemple, nous, on propose qu'il y ait une espèce de bonus-malus sur la précarité de l'emploi. Une entreprise qui abuserait de recours à des contrats précaires de type CDD ou intérim devrait payer des cotisations plus fortes. Celle qui se comporterait mieux paierait des cotisations moins fortes. Donc une espèce de bonus-malus. Il faut savoir que depuis
la création de Pôle emploi, l'assurance chômage en tant que telle doit verser 1 milliard de plus par an pour le fonctionnement de Pôle emploi à la place de l'État. Il y a des problèmes avec les transfrontaliers, ceux qui par exemple travaillent en Allemagne ou en Suisse, qui payent leurs cotisations là-bas, mais qui sont indemnisés en France. Avant, les États compensaient, ils ne compensent plus. Donc il y a toute une série de pistes possibles qui ne remettent pas en cause les droits des salariés. J'entends dire ici ou là, oui, mais par exemple, on pourrait, ce qu'on appelle les seniors, non plus indemniser, possibilité d'indemniser 3 ans après, à partir de 50 ans, mais 55. On oublie tout simplement qu'il y a un tiers des seniors qui utilisent l'intégralité de leurs droits. Si on leur coupe ça, ça veut dire qu'ils se retrouvent aux minima sociaux. On parle aussi de la dégressivité des indemnisations. Ça vous paraît possible, envisageable ? Non, ça ne me paraît pas envisageable. Le patronat n'en parle peu d'ailleurs, pour le moment en tous les cas. Ceux qui en parlent, c'est le gouvernement. Alors je pense que le gouvernement devrait regarder ses fiches, regarder ce qui s'est passé dans les années 90. Ça avait été mis en place, ça a été abandonné parce que ça ne marchait pas, y compris pour le retour à l'emploi. Donc ça fait partie des fausses solutions dangereuses. Il y a une autre idée qui est de commencer à indemniser plus tard. Est-ce que ça c'est possible ? C'est toujours possible, mais c'est pas acceptable. Aujourd'hui, il faut 4 mois, d'avoir travaillé 4 mois pour être indemnisé. En gros, vous travaillez un jour, vous êtes indemnisé un jour. Ça signifie qu'il faudrait attendre 8 mois ou 9 mois avant de pouvoir être indemnisé. Ça veut dire que c'est un recul des droits. Ça veut dire qu'on ferait payer le chômage aux chômeurs. À côté, c'est quand même pas acceptable. Il y a d'autres pistes de possibles de ressources. C'est ce que nous, on va proposer pendant toute cette négociation. Et je rappelle en plus à la demande du gouvernement, ça va démarrer sur le dossier des intermittents, ce qui n'est pas le plus simple. Est-ce que l'augmentation des cotisations, c'est une piste ? Pour nous, c'est une piste, oui. Je rappelle que 0,1 point d'augmentation de cotisation, c'est 500 millions d'euros de recettes supplémentaires par an. Donc, c'est pas à négliger. Merci, Jean-Claude Bailly.